1000 bus flambant neufs circulent sans teinte soudain dans un Ouagadougou en guerre. Et des plus de 80 millions de dollars ont été investis sans aucune dette extérieure, uniquement grâce à l'or et au coton, dans un contexte où la prudence budgétaire aurait normalement paralysé toute initiative. Pour les habitants, s'agit-il simplement d'un réseau de transport modernisé ou du signe qu'Ibrahim Traoré tente de redéfinir les règles mêmes de la souveraineté économique? Si cette expérience tient dans la durée, elle pourrait bouleverser les modèles de développement admis. Ce que montre cette histoire dépasse largement un projet de transport urbain. En filigrane, elle pose une question centrale. Peut-on financer un développement structurant sans dette extérieure, même dans un pays en guerre? Pour le public, l'enjeu est clair: comprendre si ce modèle est une exception spectaculaire ou une voie réellement reproductible ailleurs. Le pari est risqué. En mobilisant exclusivement l'or et le coton, le Burkina Faso accepte une exposition directe à la volatilité des marchés mondiaux. Une chute brutale des prix pourrait fragiliser l'entretien du réseau, ralentir les investissements et raviver les critiques sur l'irréalisme de l'indépendance économique. À l'inverse, une gestion rigoureuse et transparente pourrait transformer cette contrainte en levier stratégique. Ce dossier promet donc deux choses aux spectateurs. D'abord, une lecture factuelle des résultats observables en mode mobilité, emploi, organisation productive. Ensuite, une mise en perspective plus large, ce que cette expérience dit des marges de manœuvre réelles des États africains face au modèle fondé sur l'endettement. L'enjeu n'est pas de juger, mais de mesurer ce qui est en train de se jouer. Dès les premières semaines, un chiffre a surpris même les observateurs les plus prudents. Plus à somme de 10 000 emplois ont été créés directement et indirectement autour du projet des 1000 bus. Dans un pays confronté à une guerre interne, cet impact rapide a déplacé le débat, passant de la faisabilité théorique à des effets mesurables sur le terrain. Cette accélération n'est pas le fruit du hasard. Le projet a été pensé comme une chaîne complète allant du financement à l'exploitation, en passant par l'assemblage et la maintenance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État a fait le choix de réinvestir les revenus issus de l'or et du coton au lieu de recourir à des prêts extérieurs. Cette décision a permis de mobiliser des ressources immédiatement disponibles tout en évitant les contraintes habituelles liées aux conditionnalité financière. Le contexte reste pourtant extrêmement tendu. Déjà, le Burkina Faso évolue dans un environnement marqué par l'insécurité, la pression terroriste et une fragilité économique persistante. Dans ce cadre, engager plus de 80 millions de dollars dans un programme civil pouvait sembler irréaliste. C'est précisément cette contradiction qui a attiré l'attention. Là où beaucoup s'attendaient à une paralysie de l'action publique, un chantier industriel et logistique a été lancé à grande échelle. Les ateliers de Ouagadougou ont lancé s'est réorganisé. Des certaines filières de formation technique ont vu le jour et un réseau de transport structuré a commencé à émerger. Pour les habitants, les premiers effets ont été concrets. Des trajets plus courts, des horaires réguliers
Une meilleure connexion entre les quartiers périphériques et le centre. La mini-révélation n'est donc pas seulement économique. Elle est politique et symbolique. Le projet montre qu'une décision de souveraineté peut produire des résultats rapides tout en exposant de nouvelles fragilités. Putain, mais la question ouverte au départ commence à trouver une première réponse, mais elle en appelle immédiatement une autre. Ces résultats initiaux sont-ils le début d'une trajectoire durable ou un pic difficile à maintenir? Au cœur de cette transformation, il n'y a pas seulement une décision politique, mais une série de gestes concrets portés par des acteurs locaux. Dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou, des jeunes, en qualification préalable, ont été intégrés à des chaînes d'assemblage formées à des métiers techniques, puis progressivement responsabilisés. Ce basculement, souvent invisible dans les grandes annonces, a constitué l'un des premiers effets structurants du projet. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme celui d'un gestionnaire à distance que comme celui d'un initiateur de cadre. En fixant une orientation claire, financement interne, transparence des dépenses, montée en compétences locales, il a créé les conditions pour que des décisions intermédiaires puissent être prises rapidement. Cette délégation encadrée a permis d'éviter les lenteurs administratives habituelles, tout en maintenant un contrôle public sur les flux financiers. Pour les usagers, les changements ont été immédiats. Des lignes visibles, des horaires réguliers et des véhicules fiables et sont remplacés des minibus vétustes et imprévisibles. Dans les quartiers périphériques, longtemps déconnectés du centre, l'accès au travail, aux écoles et aux services de santé s'est amélioré. Ces gains quotidiens, modestes, pris isolément, ont rapidement modifié la perception du projet. L'impact précoce ne se mesure donc pas seulement en chiffres. Il se lie dans l'appropriation progressive du système par la population et dans la confiance retrouvée envers une initiative publique. En quelques mois, ce qui semblait expérimental a commencé à s'ancrer dans la routine urbaine. Au fond, on comprend vite l'essentiel. Un projet technique est devenu un repère social. Au départ, tout s'est joué dans une série de décisions rapides, prises dans un contexte peu propice à l'expérimentation. L'activation du projet a commencé par la remise à niveau des dépôts existants à Ouagadougou, des espaces vieillissants ont été réorganisés, des flux logistiques redessinés et des équipes constituées en urgence. À ce stade, le pari était encore largement théorique. Il s'agissait surtout de vérifier si l'assemblage local pouvait suivre un rythme soutenu sans dépendre de chaînes d'approvisionnement extérieures complexes. La montée en puissance a été progressive mais continue. Les premières pièces sont arrivées, les tests techniques ont commencé et chaque journée apportait son lot d'ajustements. Les délais étaient 40%, la pression élevée et l'environnement sécuritaire est instable. Pourtant, les ateliers ont tenu. En quelques semaines, les cadences se sont stabilisées et les premières bus ont été mises en circulation. Ce passage du prototype à l'usage réel a marqué un basculement. Le projet quittait le registre de l'intention pour entrer dans celui de l'expérience vécue. C'est à ce moment que l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré a pris toute sa portée.
En maintenant le cap sur le financement interne et en rendant publics les audits, le pouvoir exécutif a envoyé un signal clair aux administrations et aux équipes techniques. Il ne s'agissait plus d'un programme pilote discret, mais d'une vitrine assumée de souveraineté économique. Cette clarté a réduit les hésitations internes et accéléré la coordination entre acteurs publics et opérateurs locaux. Le point culminant est survenu avec la mise en service d'un réseau lisible pour la population, des lignes identifiées, des horaires affichés et une fréquence régulière ont remplacé l'improvisation. Les habitants, d'abord sceptiques, ont commencé à adapter leur routine. Les quartiers périphériques, jusque-là mal desservis, ont vu leur accessibilité s'améliorer. Cette adoption progressive a transformé un projet industriel en infrastructure sociale. Les répliques ne se sont pas fait attendre. La réduction des temps de trajet a eu des effets indirects sur la productivité quotidienne, l'accès à l'éducation et aux soins. Dans le même temps, la création d'emplois dans l'assemblage, la maintenance et la gestion du réseau a renforcé une économie locale déjà sous tension. Ces résultats ont alimenté un nouveau récit national, centré sur la capacité à faire avec ses propres ressources. Cependant, cette séquence n'a pas effacé les fragilités. La dépendance à l'or et au coton reste un facteur de risque structurel, et la pérennité du modèle dépendra de la capacité à absorber des chocs externes. La ligne des événements montre donc une dynamique claire, une activation audacieuse, une montée maîtrisée et des répliques assez tangibles. Elle prépare surtout la question suivante. Quels ces effets peuvent-ils être consolidés dans la durée sans changer d'échelle ou de méthode? Les données disponibles permettent désormais de passer du récit aux ordres de grandeur. Pour situer le contexte de départ, on part d'un système de transport urbain reposant me sera majoritairement sur des minibus vieillissants aux horaires irréguliers et à la capacité limitée. Dans ce cadre, les temps de trajet à Ouagadougou étaient longs, imprévisibles et constituaient un frein quotidien à l'accès au travail, à l'école et aux services essentiels. Le premier indicateur de rupture concerne l'investissement initial. Plus de 80 millions de dollars ont été engagés sans recours à la dette extérieure, un choix rare pour un projet de cette ampleur. L'effet resta pas immédiat. L'État ne supporte pas de charges d'intérêt et conserve une marge de manœuvre budgétaire à court terme. En contrepartie, il assume pleinement le risque lié à la fluctuation des revenus issus de l'or et du coton. Ce chiffre n'est donc pas seulement financier, il redéfinit la structure même du risque public. Le deuxième indicateur porte sur la mobilité. Après la mise en circulation progressive des bus, les temps de trajet ont diminué d'environ 30% sur plusieurs axes majeurs. Concrètement, cela signifie des déplacements plus courts et plus réguliers pour des milliers d'usagers. L'effet mesuré dépasse le confort individuel, une réduction de cette ampleur libère du temps productif, améliore la ponctualité et facilite l'accès à des services auparavant difficiles à atteindre, notamment dans les quartiers périphériques. Le troisième indicateur concerne l'emploi.
Plus de 10 000 postes directs et indirects ont été créés dans l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les activités connexes. L'effet, ça se joue ici sur 2 plans. À court terme, ces emplois injectent des revenus dans une économie locale sous pression. À moyen terme, ils constituent un socle de compétences techniques réduisant la dépendance à des expertises importées. Cette montée en compétences est l'un des effets les cas plus structurants du projet. Ja, mais ces chiffres prennent un relief particulier lorsqu'ils sont mis en perspective avec la gouvernance adoptée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les audits des dépenses ont été rendus publics, renforçant la crédibilité des données avancées. Cette transparence agit comme un multiplicateur de confiance, tant pour les citoyens que pour les observateurs externes. Elle ne supprime pas les risques et malaises, mais elle en rend le suivi possible. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire claire. Un investissement concentré, des gains rapides en mobilité et un impact significatif sur l'emploi. Il confirme la promesse esquissée plus tôt, tout en rappelant une limite essentielle. Les chiffres montrent ce qui a été gagné, pas encore ce qui pourra être maintenu. La question n'est donc plus de savoir si le projet a produit des résultats, mais si ces résultats se disant résister au choc économique à venir. Le projet des 1000 Bus a rapidement cristallisé 2 lectures antagonistes, chacune appuyée sur des arguments solides. La première, portée par des analystes critiques, insiste sur la vulnérabilité structurelle du modèle. En s'appuyant presque exclusivement sur l'or et le coton, le Burkina Faso s'expose à des marchés notoirement instables. Une baisse simultanée des cours pourrait réduire brutalement les recettes disponibles, compliquer l'entretien de la flotte et forcer des arbitrages budgétaires douloureux. Dans un pays en situation de conflit, ces chocs externes risqueraient d'amplifier des fragilités déjà existantes. À cela s'ajoute la crainte d'un effet d'éviction. Mobiliser des ressources importantes pour un projet urbain pourrait détourner des fonds nécessaires à la sécurité ou aux services sociaux de base. La seconde lecture, défendue par les partisans du projet, répond point par point à ces critiques. Elle souligne d'abord que la dépendance aux ressources naturelles n'est pas nouvelle, mais qu'elle est ici assumée et encadrée. La différence tient dans la transparence des flux financiers et dans l'absence de dette extérieure qui évite l'accumulation même d'obligations futures. Selon cette perspective, le risque est réel, mais il est visible et donc gérable. Les audits publics permettent d'ajuster rapidement les dépenses si les revenus fluctuent, limitant les dérives souvent associées aux grands projets d'infrastructure. Un autre élément de réponse concerne la montée en compétences locales. Les milliards de jeunes formés dans les ateliers d'assemblage et de maintenance représentent un actif durable. Même en cas de ralentissement du projet, ces compétences restent dans l'économie nationale et peuvent être redéployées vers d'autres secteurs. Cette logique réduit progressivement les coûts et renforce l'autonomie technique du pays. Dans cette confrontation d'arguments, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins idéologique que pragmatique. Le projet ne nie pas les risques, il les accepte comme le prix à payer pour tester une voie d'amoureuse alternative. Au cœur de ce débat, un point clé apparaît. Le débat ne porte pas sur
sur l'existence des dangers, mais sur la capacité d'un État à les assumer sans filet extérieur. Le point de bascule apparaît lorsque l'on cesse de regarder les bus comme une fin en soi. Ce qui change réellement, c'est la manière dont l'État s'est repositionné dans l'économie locale. En choisissant d'orchestrer l'ensemble de la chaîne, financement, production, exploitation et contrôle, le pouvoir a transformé un investissement sectoriel en outil de restructuration économique. Cette approche rompt avec une logique fragmentée où les projets dépendent d'acteurs extérieurs difficilement coordonnés. La révélation tient dans ce déplacement de rôle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État ne se limite plus à réglementer ou à subventionner. Il devient un catalyseur, capable d'aligner des ateliers, des formations et des services publics autour d'un objectif commun. Cette cohérence explique en partie la rapidité des effets observés. Elle éclaire aussi pourquoi le projet a dépassé le simple cadre de la mobilité urbaine pour toucher l'emploi, la formation et l'organisation productive. Ce changement de posture modifie la lecture des risques. La dépendance à l'or et au coton demeure, mais elle s'inscrit désormais dans une stratégie visible et mesurable. Le projet agit comme un révélateur. Ça me permet. Il montre ce qu'un État peut produire lorsqu'il assume pleinement ses choix sans intermédiaire financier dominant. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir si le modèle est audacieux, il est de comprendre jusqu'où cette logique peut transformer durablement l'économie réelle au-delà de Ouagadougou. Les effets du projet deviennent plus lisibles lorsqu'on les observe à travers les acteurs qu'ils touchent directement. Pour l'État, d'abord, la mise en circulation des 1000 bus a constitué un test de crédibilité. En finançant intégralement l'initiative sans dettes extérieures, le pouvoir public a démontré une capacité d'exécution rarement observée dans un contexte de conflit. Cette réussite partielle renforce la légitimité de l'action publique et élargit la marge de manœuvre politique, tout en exposant clairement les responsabilités en cas de retournement économique. L'État gagne en autonomie décisionnelle, mais il accepte est-il aussi une exposition directe aux chocs externes. Pour les entreprises locales, l'impact est plus structurel. Les ateliers d'assemblage, de maintenance et les fournisseurs de pièces détachées ont vu émerger une demande régulière et prévisible. Cette stabilité relative favorise l'investissement, la spécialisation et l'apprentissage par la pratique. À moyen terme, elle peut contribuer à l'émergence d'un tissu industriel léger, centré sur des compétences mécaniques et logistiques auparavant sous-développées. Cette dynamique ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais elle crée des points d'un ancrage productif durable. Du côté des citoyens, les conséquences sont immédiates et tangibles. La réduction d'environ 30% des temps de trajet change l'organisation quotidienne des ménages. Les travailleurs gagnent en ponctualité. Les élèves accèdent plus facilement aux établissements scolaires et les familles des quartiers périphériques réduisent leur isolement. Ces gains de temps, souvent sous-estimés, se traduisent par une amélioration du bien-être et par une participation accrue à l'économie formelle. Le projet agit ici comme un égalisateur urbain en rapprochant des zones longtemps marginalisées du centre d'activité. À l'échelle régionale, enfin, l'initiative est observée avec attention. Dans le Sahel et au-delà, plusieurs États font face à des contraintes similaires: ressources limitées, insécurité, dépendance à l'endettement extérieur. Le modèle porté par Ibrahim Traoré
alimente un débat plus large sur la possibilité de financer des infrastructures à partir de ressources internes. Il ne constitue pas une recette universelle, mais il offre un point de comparaison concret fondé sur des résultats observables, plutôt que sur des projections théoriques. Ces 4 lectures convergent vers une même conclusion provisoire. Le projet des 1000 bus ne résout pas tous les problèmes du Burkina Faso, mais il redéfinit les termes du possible. Il montre comment une décision ciblée peut produire des effets en cascade sur l'État, l'économie, la société et la perception régionale. La question qui s'impose désormais est celle de la suite. Comment transformer ces conséquences immédiates en trajectoires durables sans perdre l'équilibre atteint? À court et moyen terme, l'évolution du projet des 1000 bus peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes, chacune dépendant d'un équilibre fragile entre facteurs économiques, politiques et opérationnels. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture pour comprendre les marges de manœuvre réelles. Dans une première trajectoire, celle d'une stabilisation prudente, les revenus issus de l'or et du coton restent globalement stables. La flotte est maintenue en état de fonctionnement, les lignes existantes sont optimisées et les coûts d'entretien sont couverts sans expansion majeure. Le projet continue à produire ses effets sur la mobilité et l'emploi à Ouagadougou, mais sans changement d'échelle rapide. L'État privilégie la consolidation, s'amélioration des processus, renforcement des équipes techniques et ajustements budgétaires réguliers. L'impact reste concentré, mais la crédibilité du modèle est préservée. Dans une deuxième trajectoire, plus optimiste, une extension maîtrisée devient envisageable si les conditions économiques et sécuritaires s'améliorent. De nouveaux ateliers sont créés, les formations techniques s'élargissent et le réseau de transport s'étend progressivement. Cette trajectoire transforme le projet urbain en politique nationale de mobilité et d'industrialisation légère. Elle pourrait attirer des partenariats ciblés, non pas sous forme de dette, mais de coopération technique. Le risque principal réside alors dans la capacité administrative à gérer une montée en charge sans dilution de la transparence initiale. Enfin, une trajectoire défavorable peut émerger si une baisse marquée des prix des matières premières ou une dégradation sécuritaire fragilise l'ensemble. Les recettes les coûts fixes pèsent davantage et des arbitrages deviennent nécessaires. Certaines lignes pourraient être réduites, des investissements différés et la confiance du public mise à l'épreuve. Cette trajectoire donnerait du poids aux critiques du modèle sans pour autant invalider les acquis déjà réalisés. Face à ces trajectoires, une recommandation s'impose. Penser en termes d'adaptabilité plutôt que de succès ou d'échec. La solidité du projet se jouera moins dans l'absence de choc que dans la capacité à les absorber sans perdre le cœur des gains obtenus. Au-delà des chiffres, des tests et des scénarios, le projet résonne différemment selon les publics qui l'observent. Pour les citadins de Ouagadougou, l'expérience quotidienne du transport modifié agit comme un révélateur concret de l'action publique. La régularité des lignes, la prévisibilité des horaires et la fiabilité des véhicules transforment la relation au temps. Ce changement discret réorganise les priorités individuelles, réduit l'incertitude et renforce l'adhésion à des politiques perçues comme utiles. Pour les jeunes formés dans les ateliers, l'effet est pas plus profond. L'accès à des compétences techniques
valorisables crée des trajectoires et professionnelles là où dominait auparavant l'informel. Cette insertion progressive dans une économie structurée modifie les attentes, tant vis-à-vis du marché du travail que de l'État. Le projet agit ainsi comme un point d'entrée vers une citoyenneté économique plus active, fondée sur des savoir-faire transférables. Les observateurs extérieurs, qu'ils soient chercheurs, décideurs ou membres de la diaspora, y voient un cas d'école. L'initiative fournit des données réelles sur ce que peut produire un investissement public concentré sans levier de dette. Elle nourrit des comparaisons, alimente des débats et sert de référence empirique dans des contextes similaires. Cette visibilité accrue n'est pas neutre. Elle expose le projet à des attentes élevées et à un examen constant. Enfin, pour les institutions locales, l'expérience agit comme un stress test organisationnel. Elle met en lumière les capacités de coordination, de contrôle et d'ajustement budgétaire. Les succès comme les tensions deviennent des enseignements opérationnels. À ce niveau, l'impact le plus durable pourrait être méthodologique, apprendre à piloter des projets complexes avec des ressources contraintes. Che Pris ensemble, ces effets indirects montrent que l'initiative dépasse son périmètre initial. Elle façonne des comportements, des références et des méthodes. Reste à savoir comment ces apprentissages seront consolidés et diffusés au-delà du cadre actuel. À ce stade, la pérennité du projet dépend moins d'une décision spectaculaire que d'une exécution méthodique. Une première étape clé consiste à institutionnaliser la transparence déjà engagée. La publication régulière des audits, des coûts d'exploitation et des indicateurs de performance doit devenir une routine administrative, indépendante des personnes en poste. Cette continuité est essentielle pour maintenir la confiance et permettre des ajustements rapides en cas de choc économique. La deuxième étape concerne la professionnalisation des équipes. Les formations initiales ont permis de lancer le système, mais leur approfondissement est décisif. Des certifications internes, des parcours de spécialisation et des mécanismes de transmission des compétences peuvent davantage stabiliser la qualité de la maintenance et réduire les coûts issus à long terme. Ici, l'enjeu est remonté de transformer une montée en compétences rapide en capital humain durable. Troisièmement, la diversification progressive des sources de revenus apparaît comme un impératif. Sans remettre en cause le rôle central de l'or et du coton, le Burkina Faso peut explorer des compléments liés à l'exploitation du réseau. Services annexes, la partenariat technique ou valorisation locale de savoir-faire. Cette diversification amortirait la volatilité des matières premières et des matières premières. La quatrième étape touche à l'extension maîtrisée. Toute expansion doit être conditionnée à des indicateurs que les l'air de viabilité financière et opérationnelle. Il s'agit d'éviter l'effet vitrine au profit d'une croissance graduelle, adaptée aux capacités locales. Enfin, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'association des citoyens au pilotage du réseau peut renforcer la légitimité du projet. Des retours d'usage réguliers permettent d'ajuster lignes et horaires tout en ancrant l'initiative dans les besoins réels.
Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle transforme l'audace initiale en processus gouvernable. Dans les ateliers de Ouagadougou, le bruit régulier des outils a fini par devenir un repère. Un geste simple se répète: ajuster une pièce, vérifier un circuit, préparer un véhicule pour le service du lendemain. Ce geste, banal en apparence, résume pourtant l'ambition du projet. Il traduit une volonté de reconstruire à partir de l'intérieur, sans attendre une solution importée ou différée. En arrière-plan, la figure d'Ibrahim Traoré revient naturellement, non comme un symbole abstrait, mais comme le point de départ d'une orientation assumée. En choisissant de miser sur les ressources internes et sur la compétence locale, il a déplacé le centre de gravité du débat, de la dépendance vers la capacité d'agir. Le projet des 1000 bus devient alors plus qu'une infrastructure, tu sais. Il incarne une tentative de reprise de contrôle sur le rythme et les priorités du développement. Ce rappel du motif initial éclaire la portée du chemin parcouru. Les bus qui circulent aujourd'hui portent avec eux une charge symbolique disproportionnée par rapport à leur fonction. Ils matérialisent une idée simple mais exigeante: faire fonctionner un système avec ses propres moyens malgré l'incertitude. Au fond, une idée s'impose, simple mais exigeante. La souveraineté se construit dans l'exécution quotidienne. L'expérience des 1000 bus invite moins à une conclusion définitive qu'à une réflexion partagée. Elle montre comment une décision publique, portée dans un contexte contraint, peut produire des effets tangibles tout en laissant ouvertes de nombreuses questions. Le cas du Burkina Faso rappelle que les modèles de développement ne sont jamais neutres. Ils traduisent des choix, des priorités et une certaine idée de la souveraineté. Observer ce qui se joue ici sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré revient à interroger la place des ressources locales, de la transparence et de la compétence nationale dans les trajectoires futures. Pour certains, ce projet sera une source d'inspiration prudente. Pour d'autres, un laboratoire à surveiller de près. Dans les deux cas, il enrichit un débat trop souvent limité à des abstractions. La discussion ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle concerne toutes les sociétés confrontées à la question suivante: jusqu'où peut-on compter sur ses propres moyens et à quelles conditions? Partager ce questionnement, l'examiner sans dogme, c'est déjà prolonger l'expérience au-delà des bus et des chiffres. Alors, selon vous, quels critères devraient guider l'évaluation de ce type de modèle à long terme